Salut tout le monde! Aujourd'hui on va parler de jeux abstraits, c'est l'un de mes types de jeux préférés. Je vous ai fait une petite sélection et j'espère qu'elle vous plaira. Alors déjà c'est quoi un jeu abstrait? J'ai l'impression qu'il y a plein de définitions différentes et que tout le monde a un petit peu son avis sur le sujet, mais quand on rassemble un petit peu tout ça, ce qu'on peut dire déjà c'est que ce sont des jeux où il y a très peu de thématiques. C'est assez rare d'avoir des jeux abstraits où il y a vraiment un univers visuel fort, une thématique, une ambiance, un scénario. On est souvent sur quelque chose d'assez neutre, une esthétique parfois très simple. Par exemple, un classique, le puissance 4, voilà, on joue du jaune ou du rouge et basta. L'autre chose également que j'ai pu remarquer, c'est que ce sont souvent des jeux où il y a très peu de place au hasard. On n'est pas sur de la pioche de cartes ou alors du lancer de dés. Non, en fait, on est sur ce type de jeu où on va penser ses coups à l'avance, on va mettre en place une stratégie, voire parfois une tactique pour aller plus loin. On est vraiment sur quelque chose qui va demander beaucoup de réflexion. C'est aussi pour ça que ça me plaît, c'est parce qu'il y a ce petit côté casse-tête qui est assez plaisant. On va souvent penser à l'avance ses coups, on va être à se dire mais attends, si je pose ça là, après je le bloque, mais lui il va jouer ça, etc. Autre chose qui caractérise souvent les jeux abstraits, c'est que ça se joue à deux. On est souvent en duel l'un contre l'autre ou une équipe contre une autre et ça c'est hyper plaisant. On peut se concentrer, on est vraiment deux autour de la table. On n'a pas forcément aussi besoin d'être 5 ou 6, parfois c'est compliqué de réunir du monde. On n'a pas forcément tout le temps des gens sous la main, on va dire. Alors que d'avoir une personne en face de soi, c'est un petit peu plus facile à avoir. J'adore les jeux abstraits parce que je pense que c'est l'un des types de jeux que j'ai joué il y a le plus longtemps. J'ai des souvenirs hyper forts de moi étant jeune, jouant à ce type de jeu avec mon père. Alors, les classiques puissance 4, etc. Mais c'est surtout Abalone. Je sais pas pourquoi ce jeu m'a marqué. Je nous revois y jouer. Alors pour ceux qui voient pas, Abalone c'est un jeu où en fait on a un plateau octogonal et on a des grosses billes en vert, noir ou blanche. Et le but ça va être d'éjecter les billes de son adversaire. Donc pour le faire en fait il faut que dans sa ligne on soit majoritaire dans sa couleur et ensuite on peut les pousser. J'ai un souvenir de fou avec ce jeu. Je sais pas, je pense que c'était un mélange de le matériel est trop cool. Alors ouais, c'est que des billes en verre avec du plastique, mais elles sont un peu plus grosses que des billes à jouer quand on est enfant à l'école. Mais elles sont, je sais pas, toutes lisses, toutes douces. Il y avait ce côté, voilà, on pousse, c'est assez lourd. Et ce plateau, en fait, où il y a des petits crans justement pour pouvoir pousser et décaler les jeux, je trouvais ça hyper plaisant. Je sais pas pourquoi, j'adorais ce jeu. J'y jouais souvent. En plus, je sais que mon père, il aime bien ce genre de jeu un petit peu qui font travailler les méninges où on est casse-tête. Et il m'a un peu transmis cette passion via ces jeux-là. Donc, je me suis dit que c'était une super idée de vous parler de ça parce que moi, c'est un peu ce qui m'a probablement amené vers le jeu de société moderne comme je joue aujourd'hui. Et je vous ai fait une petite sélection qui va vraiment de je suis un gros joueur assez expert et j'ai envie de quelque chose qui me challenge à j'ai envie de découvrir ce style-là avec des choses un peu plus simples ou alors tout simplement je joue avec des enfants et je veux les initier. Si vous n'y connaissez rien en jeu abstrait, sachez qu'il y a des gammes chez certains éditeurs qui peuvent être de bons débuts pour commencer. La première que je voulais vous présenter, c'est la gamme de chez Gigamic. Dans la gamme de chez Gigamic, il y en a plein. Il y en a un qui est très connu qui s'appelle Quarto, que je vous recommande. Vous avez également Kawale ou des choses comme ça. Moi, celui que je voulais vous présenter aujourd'hui et qui est sûrement mon préféré de la gamme, c'est Corridor. Alors Corridor, c'est quoi? C'est un jeu où le but va être de traverser le plateau et d'amener son pion de l'autre côté. Mais ça va pas être aussi simple comme vous vous en doutez. L'autre a en fait des petits murs à poser sur le plateau et le but ça va être de créer un labyrinthe pour empêcher l'autre. Donc on joue sans arrêt entre est-ce que j'avance, parce que du coup j'ai quand même envie d'aller de l'autre côté, ou est-ce que je prends mon tour de jeu pour aller bloquer l'autre. Donc voilà, on est sans arrêt sur ce type de choix. Moi je trouve que c'est super parce que déjà le jeu est en bois. Moi j'aime bien les jeux en bois, je trouve ça sympa. Mais c'est aussi un jeu qui est visuellement hyper chouette. On est en 3 dimensions, on a vraiment cet esprit de labyrinthe qui est bien représenté. Ça rappelle aussi les labyrinthes qu'on faisait dans les magazines ou à l'arrière des boîtes de céréales quand on était jeune. C'est assez facile à prendre en main. À son tour de jeu, soit on avance son pion d'une case, soit on va poser les petites tuiles en bois pour créer un mur et bloquer l'autre. Donc moi j'ai la version classique, voilà, c'est la boîte comme ça. Chez Gigamic, ils font aussi en fait toutes leurs boîtes comme ça en version plus petite à emporter partout. C'est assez pratique. Et j'ai récemment vu que pour Corridor, ils l'avaient adapté en version Pac-Man, que je trouve trop belle. C'est vraiment un jeu que je vais recommander pour toute la famille. Comme je vous le disais, dans ce jeu-là, il n'y a pas vraiment de place au hasard en fait, puisque du coup, lorsqu'on va commencer à poser, chaque barrière, petite tuile en bois là qu'on pose,
va avoir un impact sur le jeu de l'autre, mais parfois aussi sur soi. Moi, ça m'est déjà arrivé de mal poser mes barrières, en fait, de me bloquer un peu moi-même. Donc c'est un peu terrible parce que je me retrouve à faire tout le tour du plateau juste parce que j'ai pas anticipé mes propres mouvements. On va voir dès la première partie, on est assez pris dedans. C'est ça qui est bien aussi avec ce type de jeu dans les jeux abstraits plus adaptés à tout le monde comme celui-ci, c'est qu'on n'a pas besoin d'y jouer 3 ou 4 parties pour dire ok, je commence à comprendre, là je vais là, etc. C'est direct en fait. Si vous voulez démarrer avec un jeu abstrait, je vous recommande la gamme de chez Gigamic et surtout Corridor. Autre jeu que je ne possède pas mais que je trouve super pour des débutants parce que très facile à jouer, très facile à prendre en main. Là pour le coup c'est un casse-tête mais accessible plus. C'est l'Akuna. Pour gagner à l'Akuna, le but du jeu c'est de faire des points en étant majoritaire dans les fleurs. C'est-à-dire que si vous avez le plus de fleurs d'une même couleur, vous remportez les points de cette couleur. Et donc plus vous avez de couleurs différentes, plus vous avez de points. Comment ça se passe en fait pour jouer? C'est hyper simple, il y a un tapis dedans, on l'étale sur une table. Les petites fleurs, alors la boîte c'est un tube en fait et on le verse comme une salière. C'est fait exprès pour ça, c'est super bien fait. Et les fleurs en fait c'est des toutes petites, des petits jetons, des petits meeples en bois. On les éparpille vraiment aléatoirement sur le petit tapis, donc ça fait vraiment hyper joli, on dirait un beau parterre de fleurs. Et ensuite on va avoir des petits pions en fait en métal qui sont d'ailleurs assez lourds et assez jolis, c'est très qualitatif. Et le but du jeu, on va retrouver cette mécanique un peu de la pétanque. On va en fait placer notre pion entre deux fleurs d'une même couleur. L'autre va faire de même. On va pouvoir placer ainsi tous nos pions. Une fois que c'est fini, on ramasse les deux fleurs pour lesquelles on était placé au centre. Son adversaire va faire pareil et on continue ainsi de suite. On laisse bien entendu notre pion sur la table. Une fois que c'est fait, il va forcément rester des fleurs. Et là, c'est pour ça que je vous parlais de pétanque, ça va être le pion qui est le plus proche des fleurs restantes qui va les remporter. Donc il y a une petite règle vraiment à mesurer dans la boîte pour être sûr que personne ne triche. Vraiment, on est en train de regarder un peu, bah non, attends, il y a 1 millimètre de plus, etc. Donc pour les gens tatillons, à ce niveau-là, c'est très marrant. Moi, j'avoue que ça m'a fait beaucoup rire de sortir la petite règle et de tout mesurer. Mais voilà, du coup, c'est stratégique dans le sens où c'est important de ramasser ses propres fleurs au début, là, les deux sur lesquelles on était placé au centre. Mais toutes les fleurs qui sont pas loin vont aussi compter. Donc des fois, stratégiquement, on va se dire, ça m'intéresse pas forcément de le placer là, mais je me mets là parce que ça bloque mon adversaire de récupérer, je sais pas, toutes les fleurs roses ou toutes les fleurs oranges pour l'empêcher d'avoir une majorité. On n'est pas sur de la grosse stratégie non plus, il n'y a rien à calculer, on n'est pas sur un jeu où on joue avec des coups à l'avance et des stratégies, etc. Un peu comme aux échecs, non, on se met autour de la table, on nous pitch les règles, ça dure 2 minutes et hop, on enchaîne. C'est juste visuel de est-ce que je me place là, qu'est-ce que je vais ramasser et est-ce que ce que je ramasse va me faire rapporter plus de points que mon adversaire. C'est un jeu que je trouve super bien équilibré et aussi très bien rythmé, ça va assez vite. Je crois que les parties, ça doit être entre 10 et 15 minutes, mais vraiment on est plus proche des 10 que des 15. En 2 minutes, on a le pitch et la partie, elle va durer 10 et on a tout de suite envie d'y rejouer. C'est vraiment le petit jeu, on enchaîne les parties, on continue. Alors oui, quand on a l'habitude de jouer à d'autres jeux un petit peu plus poussés, on va dire en termes de règles ou quoi, on peut s'en lasser vite. Moi, j'avoue que je vais pas y jouer 5-6 parties de suite. Mais pour faire découvrir les jeux abstraits ou pour tout simplement jouer à un petit jeu qui détend entre 2 grosses parties, je le trouve très chouette. C'est bien pensé, c'est un jeu que je trouve esthétiquement super beau, c'est très bien édité, la boîte en cylindre elle est très très belle. Le principe que ça soit aussi comme je vous dis, comme une petite salière là pour renverser, c'est super bien pensé. Donc si vous ne connaissez pas les jeux abstraits ou vous avez envie de faire découvrir ça, l'Akuna c'est un bon début aussi. Je trouve que dans les jeux simples et faciles à prendre en main, ça a le mérite d'avoir sa petite place ici. L'autre jeu dont je voulais vous parler, qui est aussi adapté pour toute la famille, pour jouer avec des enfants, ça s'appelle Boop. Voilà, c'est un jeu avec des petits chats, donc rien que pour ça, c'est super. J'y ai joué je ne sais combien de fois avec des plus jeunes et ça marche super bien. Dans Boop, on retrouve la mécanique classique du puissance 4. Ici, le but du jeu, c'est d'aligner 3 chats de sa couleur pour remporter la partie. Donc on commence déjà avec des petits chatons, voilà. Le truc, c'est qu'on va les poser où on veut sur le plateau, sauf qu'à chaque fois que l'on pose le chaton en question, il va écarter tous les autres chatons qui sont sur les cases adjacentes. Donc si par exemple il y en a un en haut, hop, il va le pousser vers le haut, etc.
Ce qui fait qu'à chaque fois que l'on pose quelque chose, on va remodifier ce qui est posé sur le plateau. Une fois qu'on a réussi à aligner 3 chatons, on va pouvoir les remplacer par des chats. Et là commence la deuxième et dernière phase du jeu, aligner nos 3 chats. Sauf que maintenant, les chats, eh bien, ils sont plus forts que les chatons. Donc un chat peut faire bouger un autre chat ou un chaton, mais un chaton ne pourra jamais faire bouger un chat. C'est un jeu qui est pas facile parce que à chaque fois que l'on pose, on redécale tout. Et pour gagner, en fait, pour aligner, c'est pas je pose mon chat et je fais une ligne. Non, c'est vraiment je pose, je fais les boucles, donc j'écarte les autres. Et là, on voit si j'ai gagné. Donc on doit tout le temps calculer, à savoir qu'on peut également éjecter les chats ou les chatons des autres. S'ils se trouvent sur sur un bord de plateau, en fait on pose et paf, ça peut l'éjecter. C'est un jeu que l'on pourrait croire hyper simple comme ça. Quand on voit la boîte, on se dit ah ouais, c'est un truc pour les enfants, ça va être facile. Et ben en fait pas du tout. Et c'est ça que j'aime bien avec ce jeu, c'est que surtout si on joue avec un enfant ou quelqu'un, on va dire de débutant totalement dans le jeu de société, et ben on est au même niveau. Réellement, c'est un jeu qui challenge parce que quand on pose son chat à la fin, on est en plus en train de calculer non seulement sa position, mais la position où vont atterrir les autres chats. Et ça arrive souvent qu'on perde tout simplement parce qu'en posant son chat, on décale ceux de l'autre et on lui fait gagner en lui faisant aligner ses chats parce qu'on a décalé les siens. Donc c'est un jeu qui casse un peu la tête. Le matériel est super sympa, les petits meeples en forme de chat et de chaton, moi j'adore. Bon, si vous aimez les chats, vous comprenez ce que je veux dire. J'ai vu récemment aussi que là, ils en sortent une version pour Halloween où les petits chats, ils ont des chapeaux de sorcière, etc. Donc, ils lui ont mis une esthétique halloweenesque. Je suis à ça de l'acheter pour moi dans cette version-là, donc peut-être que je vais craquer. Et voilà, un très bon jeu que je vous recommande parce que simple, ça reprend des mécaniques qu'on connaît tous, le puissance 4 ou le tic-tac-toe, enfin bref. C'est quelque chose que tout le monde a déjà vu ou joué au moins une fois dans sa vie et on le complexifie un petit peu. Donc c'est très accessible à ce niveau-là dans les règles, dans la mise en place, la prise en main. Mais une fois qu'on est dans le jeu, c'est pas si évident que ça. Chez Blue Orange, il y a plusieurs jeux que j'aime bien chez eux. Il y en a un qui s'appelle Okiya qui est très chouette. Pareil, encore une fois, c'est un système d'alignement avec des tuiles. Il y a une thématique japonisante, je le trouve super chouette. Parfait pour jouer avec des enfants, mais il y en a 2 qui ont attiré mon attention et que j'aime beaucoup chez eux, c'est Volto et Lynx. Donc Lynx, en fait, le principe, c'est un Tetris, voilà, tout simplement. Pour ceux qui aiment le Tetris, c'est le moment, voilà, vous pouvez prendre votre revanche, c'est maintenant. Ça se joue à 2, on a donc des petites tuiles qui ressemblent aux éléments du Tetris, on va devoir les placer dans une grille, comme un puissance 4, c'est vraiment à la verticale. Et le but, ça va être en fait de relier 2 bords qui ne sont pas adjacents. Donc si par exemple on part du bas, on va devoir relier le haut ou le gauche et la droite. On ne peut pas faire gauche et bas. Voilà, tout simplement. Ça paraît simple comme ça, mais quand on place nos tuiles, on n'a pas le droit de laisser de vide. Comme au Tetris, si on laisse un vide, on est un peu puni derrière parce que ça nous rapporte moins de points. Et bien là, c'est pareil, on n'a pas le droit de laisser de vide, donc il faut faire attention à ce qu'on place. Et on va devoir créer un chemin continu. Et encore une fois, c'est ce même dilemme de... Est-ce que je pose pour continuer à faire avancer mon chemin ou est-ce que je pose pour bloquer l'autre parce que je sens qu'il avance un petit peu trop vite à mon goût? Pour moi, c'est le niveau un tout petit peu au-dessus en termes d'intensité de jeu, c'est-à-dire qu'il y a quand même du placement, des choses à regarder, la forme des tuiles qui n'est pas forcément évidente à appréhender parce que quand ils sont en ligne ou juste des petits carrés, ça le fait, mais quand ça commence à être en forme de L, etc., on doit quand même un petit peu plus se repérer en dimension, mais sinon, c'est très accessible, c'est assez simple. Ça fait partie de ces jeux, encore une fois, où on n'est pas obligé d'avoir une expérience de jeu de fou et jouer 50 parties avant de se dire je commence enfin à prendre le jeu en main et ça y est, je peux m'amuser. Non, une partie, on s'amuse déjà, on essaie de relier. Ça plaît aux nostalgiques du Tetris. Moi, j'ai joué avec des gens qui ne sont pas jeux de société, mais quand je leur ai dit c'est Tetris, ils étaient là « Ah oui, j'ai joué au Tetris quand j'étais jeune ». Je le recommanderais à fond pour des gens qui adorent le puissance 4. Parce que c'est le même principe de on jette dans une grille nos petits jetons, nos petites tuiles. Et en fait, là, ça change. Le but, c'est pas tout à fait le même, faut pas aligner des trucs, mais il faut quand même faire une ligne continue. Donc, on retrouve quand même un esprit assez similaire. Si on a envie de changer du puissance 4, si on en a marre, là, des petites tuiles jaunes et rouges, moi, j'en peux plus. Rien que le bruit du jeton qui tombe dedans, il y a un moment, je n'en pouvais plus. Quand on jouait tout le temps en puissance 4, j'étais là. J'aime bien le jeu, vraiment, mais... Il y a un moment où on s'en lasse, et voilà, ça c'est une bonne alternative, je trouve, pour essayer autre chose, se lancer dans des jeux un petit peu différents, et puis qui sait, ça peut donner envie après de se lancer dans d'autres types de jeux, passer du format vertical au format plat, et puis s'amuser différemment, voilà. Volto,
un petit jeu avec une thématique pour me faire mentir. Là, on est plongé dans Venise et le but, c'est de devenir la famille la plus influente. Donc pour gagner, il y a plusieurs façons. Soit on capture le prétendant, le prince en fait de la famille adverse, soit on va capturer sa deuxième demoiselle, donc quand on en a 2, on gagne, ou alors on arrive à placer 5 de ses propres pions sur en fait la dernière ligne de l'adversaire. Donc le plateau, il ressemble un petit peu à celui des échecs ou des dames, et en fait la particularité de ce jeu, c'est que nos pions, en fait, face visible pour l'adversaire, ils sont tous pareils. Mais nous, de notre côté, on va savoir lequel est la demoiselle, lequel est le prétendant, et ainsi de suite. Pourquoi c'est important? Parce qu'en fait, en fonction du rôle qu'ils n'ont pas la même façon de se déplacer et ils n'ont pas la même importance. Forcément, le prétendant, on va essayer de le protéger un petit peu plus que d'autres tuiles, en fait, d'autres jetons que l'on peut avoir. Quand on est l'adversaire, on va devoir observer à la fois comment se déplacent les différentes tuiles de l'autre, c'est-à-dire s'il le déplace qu'en diagonale ou que sur un certain type de case, on va se dire qu'on élimine tel type de personnage, donc on va essayer de chercher comme ça va être notre façon de mener l'enquête, de savoir lequel est le prétendant, lequel est une demoiselle. C'est un jeu qui est malin, rien que visuellement c'est très fun. Quand on est de son côté du plateau, nous on voit l'arrière de tous nos jetons, donc on voit ce qu'ils sont, mais en face de nous on a un mur où ils se ressemblent tous, et c'est pareil pour l'adversaire, donc rien que pour ça, quand on n'est pas habitué à ce type de jeu, je trouve que c'est fun en fait, juste de se dire « Ah, je connais des choses ». Donc ça marche très bien avec la thématique du côté un petit peu on fomente un seul coup et on est en train de s'organiser pour faire quelque chose. C'est un jeu qui est un tout petit peu plus compliqué quand même parce qu'il y a plusieurs choses à voir. Déjà, on va être sur une stratégie soit de défense, de se dire « Ok, j'ai certaines tuiles qu'il faut protéger un petit peu plus que d'autres parce qu'elles peuvent mener soit à la fin de partie, soit me poser problème si elles sont capturées. » Et l'autre chose aussi qu'on va regarder, c'est comment mon adversaire déplace ses tuiles. Donc il y a aussi un petit côté de mémoire où il faut se souvenir en se disant « Attends, il a toujours déplacé celle-là sur telle case ou telle diagonale ou tel truc. Ouais, bah du coup ça c'est pas une demoiselle ou ça c'est pas un prétendant ou ça, etc. » Donc c'est pas évident. Parce que vraiment de se dire attends, même si on a l'aide de jeu, de se dire « Ah ouais, tel personnage se déplace dans tel sens », il faut essayer de se souvenir de ce que fait l'autre tout en observant ce que nous on fait, en essayant de ne pas se faire bloquer. Donc il y a un danger aussi parce qu'il ne faut pas trop dévoiler son jeu, mais en même temps si on bouge jamais certains de nos différents personnages, ils sont un petit peu plus vulnérables. Donc c'est pas évident parce qu'il y a quand même ces deux choses à voir, on est à la fois concentré sur le jeu de l'autre et sur le sien. Donc c'est en ça que c'est plus compliqué que par exemple Lynx, où là en gros tout est visuel, on regarde ce que fait l'autre, ça nous apparaît directement. Là il y a du rôle caché. Donc il y a aussi un petit côté de on ne sait pas vraiment ce que fait l'autre, on ne sait pas ce qu'il est en train de mener. Moi ça m'est déjà arrivé de me dire ah bah non ça c'est sûr c'est pas le prétendant, en fait il me l'avait mis juste devant mon nez, vraiment très découvert et tout, donc je me suis dit il fera jamais une chose pareille en fait si. Donc il y a un petit côté un peu stratégique, un peu manipulation qu'on retrouve dans les jeux à rôle caché tout simplement. C'est un peu comme si on avait mis le loup-garou mais avec un jeu de dames en fait. C'est pas forcément hyper évident pour les gens qui n'ont pas l'habitude de jouer parce qu'il y a différents rôles également dans sa grille. C'est-à-dire que y en a qui peuvent se déplacer comme ils veulent, il y en a que c'est que en diagonale, il y en a ça va être que en orthogonale. Enfin, si vous voulez faire découvrir le jeu abstrait, si vous voulez vous-même découvrir le jeu abstrait et que vous n'avez pas du tout l'habitude et que c'est ce qui vous fait un peu peur. Je donne les échecs parce que c'est un jeu qui parle à plus de monde, mais il y a peut-être d'autres exemples qui ne me viennent pas. Mais si c'est ce qui vous fait un peu peur dans les échecs, le côté se souvenir ce que fait chaque déplacement de chaque personnage, chaque chose, etc., ça peut faire un peu plus peur. Moi, je trouve le matériel très chouette. Les jetons qu'on a là, ils sont un peu lourds, un peu solides en plastique. J'aime beaucoup, ça marche bien avec la thématique. Voilà. Là, pour le coup, il y a une thématique. Il n'y en aurait pas, ce serait pareil. Vraiment, là, pour le coup, c'est pas la chose la plus importante. Ça permet juste de créer un petit peu de contexte. Je trouve ça plaisant. On se prend vraiment au jeu de se dire, vraiment comme à Venise, un peu à manigancer, genre les Médicis qui sont en train de fomenter un seul coup face à une autre grande famille pour les déstabiliser. On va être là à se dire, il se déplace en diagonale et puis en fait, ça doit être tel personnage. Ok, je vais essayer d'aller le choper. Et puis à l'inverse, l'adversaire va se dire, je vais lui faire croire que c'est ça. Il y a ce côté-là un peu plaisant quand on arrive à capturer une pièce de valeur ou quand on arrive à bien comprendre le jeu de l'autre ou justement à complètement manipuler l'autre. Donc voilà, c'est un jeu que je recommande, on va dire, quand on a envie de se lancer dans des jeux avec un peu plus de règles, avec un peu plus de difficultés, de stratégie justement. Ça, c'est le bon jeu. Il y a une maison d'édition qui est spécialisée dans le jeu abstrait, c'est Cosmoludo.
J'adore tout ce qu'ils font. J'aime tous leurs jeux. Je crois qu'il y en a un que j'aime un peu moins, mais on me met un jeu Cosmo Ludo sur la table. C'est sûr que je vais me poser et je vais vouloir y jouer. Moi, j'en ai deux. J'ai Yoxi et Oxono. Yoxi, c'est vraiment mon coup de cœur de chez eux. Je l'adore. Vraiment, j'y ai joué. Je crois que c'est assez rare que je fasse ça, mais j'y ai joué, j'ai fait vas-y, je l'achète direct. Genre, je me suis pas posé trop de questions à me dire est-ce que je vais y rejouer, est-ce que machin. J'étais sûre d'y rejouer. J'adore. Dans Yoxi, on a un petit peu cette mécanique des échecs où en gros le but, ça va être de bloquer une pièce qui s'appelle le totem. Donc c'est la pièce centrale pour pouvoir gagner la partie. Donc comment ça va se passer à Yoxi? On va d'abord déplacer le totem sur l'une des cases qui lui est adjacente. Donc ça peut être orthogonalement ou en diagonale. Une fois que c'est fait, on va pouvoir placer, pareil, sur une case orthogonale ou en diagonale, l'un de nos jetons. Nos jetons, eh bien, ils ont une couleur, sont soit en est le rouge, soit en est le blanc, mais surtout, ils ont un symbole dessus, donc c'est ce qui fait le mot Yoxi. Bien pensé, non? Mais en fait, tout simplement, c'est le nombre de points qu'ils valent. Donc, on va placer notre jeton, et l'adversaire va faire pareil, déplacer le totem, placer un de ses jetons, et ainsi de suite. Ce qui va se passer aussi dans la partie, c'est que le totem va pouvoir sauter par-dessus les jetons de notre couleur quand on joue. Donc, par exemple, si c'est à moi de jouer et que je joue les rouges, je vais pouvoir le faire passer par-dessus, soit orthogonalement, soit diagonalement, toujours, mais par-dessus, en fait, mes jetons. Que j'en ai un ou que j'en ai trois, il va pouvoir sauter par-dessus. On termine la partie quand le totem ne peut plus du tout bouger. Donc c'est-à-dire que quand c'est à moi de jouer, je ne peux plus le déplacer, il est coincé, entouré de jetons, et tous ces jetons eux-mêmes sont entourés de ceux de la couleur de mon adversaire où on est sur le bord du plateau. Donc je ne peux plus avancer le totem et le jeu s'arrête. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on compte les points qui sont écrits sur les jetons pour chacune des couleurs. Donc si par exemple mon adversaire il a un rond et une croix, bah, il va gagner 5 points. Et si moi j'en ai un rond, une croix et un Y là, et ben du coup je gagne 8 points, donc je vais gagner. Donc en fait c'est pas forcément la personne qui va bloquer le totem qui va remporter la partie, c'est celle qui l'aura bloqué proche de ses jetons avec le plus de points. S'il y a égalité dans les points, c'est celui qui a mis le plus de sa couleur qui gagne. Donc s'il y a 3 contre 3, s'il y en a qui a 3 jetons et l'autre qui en a que 2, bah, c'est celui qui a 3 jetons qui a gagné. Je trouve ce jeu mais tellement intéressant. Enfin vraiment... on est pour moi sur un niveau de réflexion, alors je vais pas dire comme les échecs non plus, hein, on n'est pas là, mais justement en fait, c'est ça qui est bien, c'est que les échecs c'est hyper frustrant. Quand on n'y a jamais joué, on se met devant le plateau, on a beau connaître les déplacements de tout le monde, c'est mort. Si t'as pas fait avant du bachotage, des différents placements, prises de trucs, etc., et bah du coup on est frustré parce qu'on va pas s'en sortir. S'il y a quelqu'un en face qui a un minimum d'expérience ou de connaissances, il va nous latter la tronche en 3 coups. Et donc ça peut être très frustrant. Dans Yoxi, il faut quand même, je pense, au moins une partie avant de vraiment prendre conscience de tout le jeu, etc. Donc c'est pas une partie, on est direct dedans, mais au bout d'une ou deux parties, direct, à chaque fois que j'ai joué, hein, que ce soit des gros joueurs, des petits joueurs, des gens qui ont l'habitude ou pas, au bout d'une partie ou deux, ils m'ont tous fait « Ah ouais, là, attends. Ah ouais, mais là, je commence à voir. Ouais, là, je vois ce que tu essaies de faire. » Les règles sont pas hyper compliquées non plus, mais il y a quand même cette petite mécanique de se dire « Ah ouais, attends, faut sauter par-dessus ceux de sa couleur, ça c'est possible. » C'est souvent quelque chose que les gens oublient quand ils commencent à jouer. Ils se disent « Ah bah là, je l'ai bloqué. Ah bah non, en fait, tu peux sauter par-dessus. » Du coup, comme on n'a pas le réflexe pour soi, on n'a pas le réflexe de penser pour l'autre. Et des fois, surtout au début, on se fait un peu avoir parce qu'on se dit « Yes, je le mets là, c'est bon, j'ai gagné. Ah bah non, hop, je le fais passer par-dessus. » Donc c'est le seul truc en fait que je pourrais dire avec ce jeu-là, c'est que ça demande un petit peu plus de règles et un petit peu plus d'attention au début. Ce que je trouve hyper intéressant, c'est qu'en fait il y a différents degrés de stratégie, de tactique dans ce jeu-là. Le premier tout simple, ça va être je veux bloquer le totem. Le deuxième, c'est je veux bloquer le totem mais proche de mes jetons de forte valeur. Donc c'est pareil, il y a cette logique-là à se dire est-ce que je les grille tout de suite, c'est-à-dire je place toutes mes grosses valeurs dès le début. Ou est-ce que j'attends et je sacrifie un peu ceux qui valent moins pour créer un plateau un petit peu labyrinthique justement pour me déplacer. Là en fait c'est vraiment selon les parties. Moi j'ai fait des parties où je me suis dit vas-y je joue que mes fortes valeurs. En fait j'ai bien fait parce que la partie s'est terminée tellement vite que j'ai pas eu le temps de jouer mes 1 et mes 2 par exemple. Et l'autre truc aussi que le dernier élément un peu de stratégique à regarder c'est qu'est-ce que fait l'autre en fait. Est-ce qu'il est en train de me balader sur le plateau pour justement me bloquer moi-même? Ou alors est-ce qu'il est en train de se créer une sorte de petite réserve de pions avec ses valeurs les plus fortes pour ensuite l'amener. Et le dernier truc qu'on regarde, c'est essayer de pas se bloquer soi-même en fait. Des fois on se crée des pièges en se disant je suis trop malin, je vais l'amener là, etc. Et en fait
bah, on se bloque soi-même et on n'avait pas vu que l'autre il a placé un 3 ou un 4 et du coup bah, on va perdre le jeu. On est vraiment sur un jeu qui est stratégique. Si on joue avec des gens qui ont l'habitude ou qui ont déjà joué, on va aller carrément sur de la tactique, c'est-à-dire on va penser ses coups 5 fois à l'avance. Comme je vous disais, on va placer d'abord ces jetons d'une certaine valeur pour essayer de créer des zones, etc. Mais même si on n'est pas forcément un très gros joueur ou qu'on n'y a jamais joué, et ben, dès 2 ou 3 parties, les parties, ça, sur la boîte, c'est dit 15 minutes et je trouve que c'est assez juste. C'est entre 15 et 20 minutes selon l'habitude qu'on a d'y jouer. Mais en fait, dès la première partie, qu'on gagne ou qu'on perde, on va dire « Attends, est-ce qu'on peut y rejouer ? J'ai envie de tester autre chose. » Et c'est ça que je trouve hyper intéressant avec la gamme de chez Cosmolido, c'est que souvent, ça a cet effet-là qui est hyper plaisant, c'est-à-dire qu'on joue, on foire. Donc, des fois, on fait des trucs, mais on dit mais qu'est-ce que j'ai foutu ? Et en fait, après, on se dit attends, j'ai envie de réessayer, j'ai envie de retester un truc, j'ai envie d'y rejouer. Si vous voulez un jeu qui est un petit peu plus poussé en termes de jeu abstrait, là, on est un peu plus dans le dur, on va dire, je le trouve vraiment très très cool. C'est mon coup de cœur de chez Cosmoludo. Comme je vous dis, c'est hyper plaisant à jouer, c'est pas très compliqué. Sur la boîte, ils mettent à partir de 8 ans et c'est assez juste. Moi, j'y ai joué avec des enfants qui avaient 8-10 ans. Ils captent vraiment les règles, ils vont être là à vouloir déplacer le truc, ils vont aussi voir des choses qu'on voit pas. Ça, c'est un truc qui est fou des fois avec les enfants, c'est que moi, je me dis toujours « Ah, mais ils sont petits, ils vont peut-être pas comprendre, faut que je sois gentil avec eux, je les laisse gagner. » Que dalle, ils vont voir des trucs que moi, je vois pas, ils vont me laminer sur des jeux, alors le pire, c'est les jeux de rapidité, etc. Mais sur des jeux comme ça, ils vont avoir une autre vision. Eux, par contre, j'ai remarqué, souvent, ils n'ont pas de problème avec le truc de se dire « Ah ouais, ça peut sauter par-dessus ma couleur. » Le matériel est très chouette, on est sur des petits jetons en bois, le plateau est un peu en mode mat, c'est très chouette. Toutes leurs boîtes chez Cosmoludo, elles sont aimantées comme ça, et elles ont toutes ce format-là. Donc pour les maniaques du rangement comme moi, qui aiment bien que tout soit aligné, et bah du coup c'est plutôt plaisant. Enfin, moi j'aime beaucoup. Honnêtement, je pense que c'est mon jeu de société abstrait préféré. Donc jouez-y. Je sais que là j'ai dit plein de trucs, ça doit un peu partir dans tous les sens et vous sembler nébuleux, mais je sais pas si vous y avez déjà joué. Dites-moi d'ailleurs, j'aimerais bien avoir votre avis sur ce jeu-là, mais je trouve ça super. Oxono, c'est un puissance 4, mais un petit peu plus corsé. Donc on a soit les roses, soit les bleus, et le but c'est d'aligner 4 roses ou 4 bleus. Ça, jusque-là, pas de problème, c'est classique. Mais il y a un petit twist, c'est qu'en fait sur nos tuiles, que ce soit rose ou bleu, c'est pareil, on a 2 symboles. Soit on a une croix, soit on a un rond, et on peut également aligner ces symboles, comme au tic-tac-toe. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir se servir des symboles que l'autre a posés pour remporter la partie. Le but, ça va aussi être d'aligner soit 4 croix, soit 4 ronds. Peu importe qui est majoritaire en termes de couleur, c'est la dernière personne à poser le symbole pour faire l'alignement de 4 qui remporte. Donc si par exemple il y avait déjà 3 croix roses placées, que moi je joue les bleus et que je me retrouve à poser ma croix bleue, bah je gagne parce qu'en fait c'est moi qui ai aligné les 4. Sur le plateau, il y a également 2 totems, l'un qui représente une croix, l'autre qui représente un rond. Et quand on joue, on va devoir déplacer le totem et ensuite on va devoir placer l'une de nos tuiles avec le même symbole dessus. Si j'ai déplacé le totem rond, je vais devoir poser un rond sur le plateau, et si j'ai déplacé le totem avec la croix, je vais devoir déplacer la croix. Donc là c'est très malin, parce qu'en fait c'est à la fois c'est visuel, comme le puissance 4, classique, on observe les couleurs, mais parfois on se fait piéger parce qu'on oublie de regarder les symboles. Les parties sont hyper rapides. Moi je pense qu'une partie c'est 15 minutes mais grand max. Hein. Vraiment des fois en 3 minutes c'est plié parce qu'on n'a pas vu un truc et on se fait laminer. C'est un super jeu. Je crois que c'est le dernier il me semble que c'est le dernier chez Cosmoludo qui est sorti. Mais il est très très cool. Les couleurs sont hyper vivantes. Enfin, c'est un rose fuchsia et un bleu vraiment pétant. Donc rien que pour ça c'est un très bel objet. Voilà, c'est un beau jeu. Donc c'est pas un jeu hyper compliqué, ça demande un peu de réflexion, c'est sûr. Les règles se comprennent assez simplement. Je pense quand même qu'il faut 1 ou 2 parties pour tout voir en fait ce qu'on peut faire, se dire ah ouais, là je me suis fait avoir parce que j'ai pas assez bien regardé ci ou ça. On est un peu focus sur les couleurs au début, par habitude du puissance 4, et on va pas forcément faire gaffe aux symboles, et l'autre va nous ramener le totem rond et puis aligner 4 ronds. Souvent c'est comme ça qu'on se fait avoir au début. Une fois qu'on a fait une partie, qu'on se fait avoir, après on enchaîne et on se dit ah ouais, là maintenant tu pourras plus m'avoir sur ça. Ce que je trouve intéressant avec la gamme de chez Cosmoludo, c'est que c'est des jeux aussi qui peuvent s'adresser à des non-joueurs. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui jouent pas aux jeux de société, ça les intéresse pas ou ils aiment pas trop, mais ils ont quand même l'habitude de se dire ah bah ouais mais moi je joue, j'en sais rien moi, au puissance 4, ils vont jouer au morpion, au tic-tac-toe, des choses comme ça. Bah en fait,
finalement Cosmo Ludo c'est juste ça avec des règles en plus, et moi ça m'est déjà arrivé de ramener des gens vers le jeu de société. Mais voilà, ça m'est déjà arrivé à moi aussi de ramener les gens vers le jeu de société grâce à des jeux comme ça, parce que ça fait appel à des choses qu'on connaît tous, le puissance 4, l'alignement, le tic-tac-toe. Sauf que là, il y a juste un truc à penser en plus, c'est qu'il y a un totem, quoi. Et quand on explique le jeu comme ça, quand on se met face à la table, même les gens les plus réticents, ils vont bien aimer. Et je trouve que c'est aussi ça un peu la force des jeux abstraits, c'est que parfois, il y a des gens qui n'aiment pas se plonger dans un univers, je sais pas, il y en a qui n'aiment pas la fantasy, il y en a qui n'aiment pas les policiers, les pirates, j'en sais rien. C'est des jeux en fait qui parlent à tout le monde parce que justement la thématique elle est neutre. Voilà, ici on a 2 couleurs, 2 symboles et basta. Donc je pense que c'est aussi des choses qui peuvent être pas mal pour des gens qui aiment bien les trucs comme le sudoku, les choses comme ça, où en fait on n'est pas là pour penser qu'il y a une guerrière à sauver, à amener avec des cartes, du pli, des nombres. Non, c'est juste du placement, de l'observation et essayer de se dire comment mon prochain placement va faire que je gagne. Dernier jeu dont je voulais vous parler, c'est Leaders. Notre but, ça va être de coincer, de bloquer le leader adverse. Pour le faire, il va falloir que, en fait, sur le plateau, 2 de nos personnages soient sur des cases adjacentes au leader de notre adversaire. Chaque personnage, il y en a 19, ils ont chacun un pouvoir, ou une façon de se déplacer, ou quelque chose à faire. Quand on joue à Leaders, il y a d'abord une phase de recrutement. Donc il y a 3 cartes face visibles qui représentent chacun un personnage. On va en choisir une, avec le personnage qui nous plaît en fait. On la récupère, on récupère le petit personnage, on va le placer sur notre arène, et ensuite on va pouvoir faire la phase de déplacement. On a le droit de recruter jusqu'à 4 personnages, ce qui fait que sur le plateau, leader inclus, on en a 5. Une fois que c'est fait, on ne peut plus recruter. Voilà, l'adversaire aura fait de même, et donc on va uniquement passer aux phases de déplacement. Et en fait, les phases de déplacement, c'est quoi? C'est soit on déplace son personnage d'une case, adjacente à celle où il se trouve à la base, soit on utilise son pouvoir. Et c'est là que ça devient intéressant. Parce qu'il y a des personnages, leur pouvoir, ça va être de pouvoir se déplacer un peu plus librement. C'est-à-dire, ils peuvent sauter par-dessus un autre personnage, ou ils peuvent s'agripper à un autre pour se rapprocher, des choses comme ça. Et il y en a qui vont avoir aussi un rôle un petit peu plus protecteur, en tout cas, dans le sens où les personnages adjacents à ce personnage-là, ne vont pas pouvoir activer leur pouvoir, ou ce genre de choses. Donc c'est un jeu qui est assez complexe à prendre en main, parce qu'il va falloir jouer plusieurs parties, parce que l'idée c'est pas d'apprendre par cœur le livre de règles, mais il va falloir jouer plusieurs parties pour connaître les rôles de tous les personnages. Mais une fois qu'on a ça en tête, c'est un plaisir à jouer. Par exemple, il y en a un, c'est l'assassin. Lui, il peut tuer le leader adverse à lui tout seul. C'est-à-dire à partir du moment où il se retrouve sur une case adjacente au leader adverse, la partie elle est gagnée pour celui qui possède l'assassin. Donc ça, c'est un jeu qui demande de la patience, dans le sens où il va falloir faire quand même plusieurs parties, et j'insiste sur plusieurs parties, avant d'avoir tous les rôles en tête et d'être assez familiarisé avec ça et de plus se faire avoir. Parce que autant c'est fun au début, autant quand on a l'habitude de jouer, ça peut vite devenir frustrant de se faire avoir bêtement juste parce qu'on n'a pas anticipé un rôle d'un personnage ou qu'on avait oublié qu'il pouvait faire ça et on perd sur ça. Je sais que c'est le jeu, mais moi, personnellement, ça me frustre un peu. Je préfère perdre un peu plus en me disant ok, là j'ai mal géré, j'ai mal placé mon pion, ou il va amener lui son personnage et j'aurais dû faire ce choix-là. Et pas j'ai perdu parce que j'avais pas compris que ce personnage-là, il pouvait apparaître d'un coup, ou j'avais le droit de le déplacer comme ça, et du coup ça faisait ci. Ça m'embête un petit peu plus. Je sais que c'est un jeu qui a fait beaucoup parler de lui, mais c'est entièrement mérité. C'est un jeu, je pense pas que je pourrais m'en lasser tout de suite, en tout cas, j'aime beaucoup y rejouer. Je prends du plaisir en fait à me dire je vais ressortir la boîte, là je vais essayer de me remettre dedans, et puis on va se refaire quelques parties. Là j'ai envie de recommencer, j'ai envie de refaire ça, j'ai envie de tester avec un autre personnage. Il y a tellement de combos de personnages différents que du coup ça rend le jeu hyper intéressant. On peut avoir une partie qui ne ressemble à aucune autre. On va être dans une intensité de jeu, de regarder, de voir, et en fait des fois on perd. On s'est mis en place une tactique, on a créé quelque chose, voilà, on s'est mis autour du plateau, on s'est dit allez vas-y, là je suis en train de l'avoir, etc. Et là d'un coup il va dire c'est bon j'ai gagné, on tourne la tête et en fait il y avait l'archère qui peut tuer à distance qu'on n'avait pas vu. Il n'y a pas de système de capture où on n'éjecte pas un personnage de l'autre du plateau, on n'est pas comme aux échecs ou sur ce genre de choses. Là on est vraiment sur un duel en fait où
bah en fait il faut faire barrage parfois de son corps, c'est-à-dire mettre un personnage pour bloquer un autre. L'édition est incroyable, je trouve la boîte, rien que la boîte, elle est trop belle. Dedans il y a le tiroir, il y a toutes ces choses-là qui font que je me dis mais waouh, là il y a une qualité d'édition pour un prix qui est assez impressionnant. Je crois qu'il coûte 25 €. Je trouve que c'est fou, dans le sens où je me dis bah quand je vois le prix d'un jeu de société aujourd'hui, alors non pas que les autres soient trop chers, hein, je comprends qu'il y a des coûts de fabrication, etc. Là, pour le coup, c'est pas une critique contre les autres jeux, je veux dire, mais faire ce jeu-là avec cette qualité d'édition à 25 €, je trouve que c'est assez incroyable. Je pense que c'est un jeu qui aurait pu coûter facile 40 et ça m'aurait pas choqué. Les illustrations sont très belles. On est sur une qualité de dessin, d'illustration qui est très chouette. C'est un jeu qui est très beau visuellement, c'est un bel objet. Donc si vous avez des gens autour de vous qui sont fans un peu de ce genre de jeu, à duel, à placement, on est un peu sur... Il y a presque un côté de TCG en fait. Peut-être que j'exagère en disant ça, mais moi ça me fait penser un peu à ça où on va avoir déjà des belles cartes qu'on aime collectionner, etc. Mais il y a aussi ce côté de se dire bah, je pose tel personnage parce qu'il a tel pouvoir et j'ai créé un peu mon deck personnalisé pour moi, ma façon de jouer. Bah là on va retrouver ça un petit peu là-dedans. Alors certes, il n'y a pas ce côté carte, mana, pouvoir, etc. d'un TCG, mais il y a ce côté recrutement un petit peu de on crée sa ligue des gentlemen extraordinaires ou gentlewoman, et puis on va aller battre l'autre en fait, dans ce côté duel. Je vous le recommande clairement pour des gens qui ont l'habitude de jouer. C'est sûr que ça va s'adresser à un public de gens qui ont déjà cette logique, cette façon de penser mécanique, d'avoir l'habitude de se dire je veux piocher un personnage qui a tel type de pouvoir ou tel type de façon de se déplacer, et du coup je peux m'adapter. Encore une fois, c'est quelque chose qui peut déranger les gens, le côté que chaque personnage n'est pas la même façon de faire. Là, pour le coup, ça se prend plus facilement en main, c'est sûr, si on a l'habitude de jouer. Ça peut être des gens aussi qui aiment les jeux vidéo, par exemple du tour par tour, ce genre de jeu un peu tactique comme ça peut leur plaire. Dans les gens avec qui j'ai joué, il y avait des gros joueurs, alors là ça passe nickel. Il y avait des gens qui jouent pas aux jeux vidéo ni trop aux jeux de société, mais qui aiment les échecs. Voilà, qui aiment ce côté un peu on se crase la tête, il y a plein de façons de bouger, etc. Ça a super bien marché. Et enfin, dans les non-joueurs de jeux de société, c'était les joueurs de jeux vidéo. Voilà, c'est ces catégories-là de gens avec qui j'ai joué et à qui ça a le plus plu. À l'inverse, les gens qui aiment bien, on va dire, des jeux un peu plus posés, où il faut moins réfléchir, où on se prend pas trop la tête, où c'est plus détente, et ben ils ont pas trop aimé. Parce qu'ils étaient là à se dire « Oh là là, mais attends, il y a trop de trucs à voir, je sais plus ce que fait l'autre. » Et à la fin, en fait, quand on est frustré et agacé, je peux comprendre totalement qu'on n'ait plus envie de faire l'effort de se dire « Attends, c'est quoi ton personnage, il bouge comment ?» Tu reprends l'aide de jeu et t'es là « Attends, je comprends rien, il va bouger où ?» Donc, pour éviter ce côté frustrant, en jeu abstrait, c'est peut-être pas celui que je vous recommande si vous n'avez jamais joué à ça. En revanche, si ça vous fait pas peur, si vous aimez vous creuser les méninges et justement être... se laisser se faire avoir aussi un peu au début et être patient et aller revoir un jeu, etc. Et que vous aimez avoir des personnages qui ont des rôles différents et que vous allez sans arrêt changer d'arène. C'est un jeu qui est déstabilisant, hein. On est sans arrêt en train de le remettre en question parce que nous-mêmes, on est sans arrêt en train de refaire une nouvelle partie. Je vous le recommande. Voilà. C'est un de mes coups de cœur de cette année 2025. On est qu'en octobre, donc j'espère en avoir plein d'autres. Voilà, c'était ma sélection de jeux de société abstraits. Voilà, j'ai essayé de faire un petit peu pour tous les goûts, tous les types de joueurs, de joueuses, etc. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous, il y en a que vous adorez. Peut-être que je les connais pas, donc ça me les fera découvrir. J'aime trop ça, donc j'essaye d'en tester plein, mais des fois, il y en a que je loupe. Donc c'est avec plaisir que j'échangerai avec vous sur ça en commentaire. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à me rejoindre sur mon compte Instagram. Je publie un petit peu plus régulièrement, souvent des petites vidéos un peu rigolotes. Ici, je me laisse justement l'espace d'avoir un format un peu plus long où je peux prendre le temps de blablater. Alors oui, peut-être vous êtes déjà parti parce que vous en avez eu marre de m'entendre parler. Mais voilà, c'était aussi un peu l'idée de cette chaîne YouTube, c'était de se dire que je peux prendre un peu plus le temps de discuter, d'échanger et de développer un peu plus mon avis, alors que sur Instagram, je vais un petit peu plus au synthétique et au factuel. Donc je vous dis à bientôt, n'hésitez pas à vous abonner, ça me fera plaisir, comme ça je sais que ce que je fais ça vous plaît, ça me donne envie un petit peu de continuer. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit, je sais pas quand vous regardez cette vidéo, mais bref, je vous souhaite une bonne... Insérez le mot qui vous arrange et je vous dis à très bientôt. Salut!